مرحبا بكم. Bonsoir, أسعد الله مساءكم. مرحبا بكم في لاباج تاع جيل جديد, page du Conseil scientifique, le مجلس العلمي. Vous êtes les bienvenus pour cette première émission webinaire الأولاني اللي راح نبداوه باش نقدموا لكم les travaux تاع le Conseil scientifique. المجلس العلمي واش يكون هو هيئة من هيئات الحزب الجيل الجديد. كاين هيئات متعددة، وهذا المجلس العلمي فيه دي كوميسيون لجنات، كل وحده راح تقدم خدمه ديالها عبر الوقت. رانا حنديروا ان ويبينار كل 5 يوم. اليوم نبداو لا كوميسيون سانتي اي برودكسيون انيمال، هي لجنه الصحه والثروه الحيوانيه. Donc, on va commencer à présenter la production du conseil scientifique avec, on a des invités. اليوم كاين معايا ياسين مامي qui présente معايا les webinaires تاع le conseil scientifique. Vous allez le voir régulièrement. C'est voilà, أنا ناسين نقدم روحي وياسين مامي راهو في باريس. سالو ياسين، مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا بكم. ان شاء الله نفوتوا سويعه نتعلموا فيها منكم ومنا ان شاء الله. الله يسلمك. ميرسي ياسين. ياسين دونك سي لو سوبور تكنيك تاعنا اليوم. سي ان بروبليم هو السوبرمان ديالنا وراح يسوفينا. نقدم لكم معنا دونك دكتور فتح بندالي. فتح بندالي كي بريزيدون دو لا كوميسيون، عضو من الجيل الجديد، وكان دكتور épidémiologiste ou Ghana expert en santé animale qui a effectué des missions à l'étranger, surtout dans les pays en voie de développement. Bonsoir Fatah, marhaba bik. Salam alaikum, bonsoir Razul Filaouen. Merci beaucoup Nassim, Yassine et toute l'équipe pour cette première édition. Et on va faire quelque part les cobayes, mais ce n'est pas étonnant de la part de ceux qui s'occupent des animaux. On va faire les cobayes pour le conseil scientifique en inaugurant cette première session. Et Inch'Allah, on sera à la hauteur de tous nos spectateurs et tous nos sympathisants. Merci beaucoup, Fatah. Et on a avec nous le professeur Qaïdé, Rachid Qaïdé, professeur à l'université de Blida, qui est enseignant-chercheur avec une expérience de 30 ans dans l'enseignement universitaire. Bonsoir, professeur Qaïdé. Marhaba bik. Bonsoir, bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Je voudrais tout simplement dire que c'est une très bonne initiative et en même temps, je voudrais dire un salam à tout le monde et à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent aussi. Merci d'avoir bien voulu venir et présenter les travaux de votre commission. Donc, merci à vous deux. Le webinaire Hada qui va ça va être un échange. ما راناش راح نديروا un cours magistral. ما راناش في المسيد، ما راناش في الجامعة. Même si on profite juste avant, نسينا قلنا اليوم il y a eu les résultats تاع الباك. On souhaite كلشي مبروك اللي ont eu leur bac avec mention. وكلشي مبروك و ça n'est que le début inchallah. Bonne continuation pour l'avenir. Peut-être qu'il y en a qui croiseront à Blida le professeur Qaïdé. Donc, pour dire, ça n'est pas un cours magistral, ce n'est pas une conférence, c'est un webinaire où il y a niqash tafaouli. Vous pouvez commenter, poser vos questions. Marhaba bekoum. Si vous avez une question pendant l'intervention, vous allez voir Dr Bendali et professeur Qaïdé, vous allez échanger entre vous. On a un thème, on va diffuser un document, une sorte de diapositive que Yassine va bien vouloir nous mettre en ligne. Et à ce moment-là, il va y avoir un échange, bin Fatah ou bin Rachid. De temps en temps, on intervenait en temps de questions. Et à la fin de l'émission, on posera vos questions. On va apprendre plein de choses les uns des autres. Fatah, c'est quand tu veux, c'est à toi. Je te laisse la parole. Très bien, Sahit Nassim. En fait, كما كنت تقول il y a 2 minutes, on a fait le choix de ne pas avoir une conférence ni une présentation académique, mais plutôt un échange. Cependant, à l'échange, on a pris le parti de le décliner avec un fil conducteur. La première chose, c'est d'abord واش هو الوضع في الجزائر، واش هي la situation
et le contexte autour du domaine de l'agriculture et de la santé animale de manière générale. كلنا نعرفوا باللي في الجزائر le domaine de l'agriculture et de l'élevage c'est un domaine très important. وعلاش هذا الميدان ذا أهمية كبيرة نجموا نفهموه بسهولة. وعلاش؟ السبب الأول لأنه c'est un domaine stratégique. نجموا نروحوا la première diapo. Voilà. C'est un domaine stratégique et c'est une priorité pour l'Algérie. كي نعرفوا باللي 18% من الاستيرادات تاع الجزائر داخله هي متكونه من المواد الغذائيه. نفهموا علاش هذا le domaine il est important parce que quelque part on est dépendant des importations pour une grande part de ce que nous consommons. كاع واش نستهلكوا جزء كبير جاي من الخارج سواء عن en matière première ou en matière élaborée. On peut revenir là-dessus كيما الحليب كيما اللحوم كيما المواد الأخرى. C'est aussi une priorité أولوية في هذا القطاع parce qu'il y a un besoin et une nécessité de diversification de l'économie. الجميع يعرف باللي الاقتصاد الوطني مرتكز على 90% ولا أكثر من 90% على المحروقات وعلى l'hydrocarbure. Donc en développant l'agriculture et en développant l'élevage حتما نطوروا الإنتاج ونطوروا l'économie nationale. Quelques chiffres pour donner des références. Le cheptel algérien, il est essentiellement dominé par les petits ruminants, c'est-à-dire les caprins et les ovins, le maïs ou le kibash. 22 millions d'ovins, 3 millions et presque 4 millions de caprins. Et en contrepartie, en termes de bovins, on est à 1,8 million globalement. Alors, à prendre avec des pincettes parce qu'on reviendra à l'instant avec le professeur Qaïdi pour détailler quelques chiffres et leur donner leur vrai contexte de la situation du terrain. Et pour finir un peu avec ce contexte général, l'industrie agroalimentaire elle est en pleine croissance parce qu'on a tous vu pendant les dernières années une croissance du nombre d'entreprises liées au développement justement de la consommation et de la diversification de tout ce qui est agroalimentaire et de denrées d'origine animale, mais pas que. Voilà, c'est Rachid, on peut déjà échanger sur ce contexte. Oui, je voudrais. Salam alaikum, encore une fois. C'est un sujet très intéressant et essentiel aussi. Il faut savoir que vous avez donné des chiffres concernant le nombre de bovins, d'ovins, de caprins. Et à titre d'exemple, tu as parlé tout à l'heure concernant l'importation. À titre d'exemple, la poudre de lait, c'est $1 milliard par an. Et donc, c'est quand même un chiffre très important. Et chaque 5 années, en Algérie, on parle de la politique, de la production laitière, on essaie de trouver des solutions, mais on est toujours au même point de départ. Et là, je pense que pour diminuer cette facture de la poudre de lait, il faut quand même automatiquement augmenter la production locale. Concernant les bovins, à titre explicatif, نحاولوا نتكلموا على العدد تاع الأبقار تقريبا 2 millions. Sur les 2 millions, il ne faut pas oublier une chose, que 50% c'est de la production locale. C'est la vache locale, la vache de population locale. Et la vache de population locale n'est pas une vache à vocation lait. C'est une vache qui peut produire 5-6 litres maxi. Et la vache laitière en général dans le monde, la production laitière, elle peut aller jusqu'à 25, 30, 35, 40 et plus. Donc, là, on va essayer au moins d'avoir une idée sur le nombre de vaches laitières que possède l'Algérie. Nous avons 2 millions. Sur les 2 millions, 50% c'est des vaches locales, races locales. Donc, il nous reste 1 million. Sur les 1 million, 50% c'est des mâles. Donc, il nous reste 50%, c'est-à-dire à peu près 500 000 vaches. Sur les 500 000 vaches,
ce n'est pas des vaches avec une mamelle importante et en bonne santé, ce qui fait que grosso modo, nous avons quelque chose comme 400 à 500 000 vaches laitières. Donc, ce n'est pas un chiffre très, très important. Et le problème, donc, nous n'avons pas beaucoup de vaches. On essaie d'importer des vaches laitières depuis 1962, mais on est toujours au point de départ. Elle rentre dans ce qu'on appelle la mauvaise gestion, le problème de santé, l'infertilité. Je pense que là, il y a une politique à avoir pour essayer de stagner, pour essayer de faire de telle sorte que on produit localement nos animaux et bien sûr le lait avec. Et donc là, je pense que si on essaie de faire ce qu'on appelle un état des lieux, à titre d'exemple, je vais vous donner un petit aperçu. Si on parle de vaches en Algérie, en fonction de l'effectif, je pense que le mot éleveur doit être revu, la définition terre, parce que réellement, en fonction des classes de vaches, entre 1 et 4 vaches par élevage, nous avons 50% à l'effectif. Entre 5 et 9 vaches, 20%. Entre 10 et 20 vaches, 11%. Entre 20 et 50 vaches, 7% à peu près. Entre 50 et 100, à peu près 2,2. Et plus de 100, nous avons à peu près de 2 à 3%. Donc, vous voyez que nous n'avons pas des exploitations réellement très importantes. Heureusement que ces dernières 5 à 6 ans, la chose a commencé à... Et donc, nous avons des professionnels qui essaient maintenant d'avoir des élevages, mais en même temps, nous avons beaucoup de problèmes, que ce soit de santé, de gestion, où on peut revenir là-dessus. Donc, je pense que pour essayer de diminuer dans cette facture, il faut augmenter la production locale, et c'est-à-dire, à titre d'exemple, le bovin représente quelque chose comme 80%, de la production laitière. Le reste, c'est le caprin et c'est le dromadaire. Donc, le bovin, on doit faire quelque chose, on doit réorganiser même la politique sur le terrain. Et je pense qu'on peut en parler tout à l'heure sur les associations, sur les coopératives, ainsi de suite. Ça, c'est gros concernant le bovin. Je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de rester sur les ruminants en général, parce qu'on ne peut pas parler de toutes les espèces, parce qu'il y a les caprins, il y a le dromadaire, il y a le lapin, maintenant, on va essayer de rester sur les ruminants. Exactement, et ça me fait penser à une réflexion que beaucoup de confrères font depuis très longtemps. C'est une question qui est assez légitime, où on se posait toujours on se faisait toujours le même constat. Une vache laitière qui est importée des Pays-Bas ou de France, ramenée en Algérie, qui était en moyenne à une production de 30 ou 35 litres quotidiens, qui représente à peu près 5 000 litres annuels, 5 à 6 000 litres annuels. Quand elle arrive dans un contexte algérien, avec tout ce que tu as décrit, l'environnement, l'alimentation, la zootechnie, l'accompagnement, elle arrive à peine à faire un tiers, voire un quart de ses potentiels. Donc là, ça incite à réviser aussi la stratégie qu'on a commencé à effleurer tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Mais si on revient à l'importation des bovins, l'importation, elle est libre. C'est-à-dire qu'il y a des conditions où l'éleveur ou le vétérinaire va en France essayer de choisir lui-même en fonction, bien sûr, du cahier de charge. Il y a un certain cahier de charge. Walakin, il y a une chose qui est très importante. Le français ou l'allemand ne va pas vous vendre une vache à 1500 ou 2000 ou là, et il ne va pas vous vendre la génétique. Mais malgré cela, les animaux qui viennent, ils ont une certaine génétique qui est très importante. Ça, Kema Koltenta arrive en Algérie, il y a des conditions. À titre d'exemple, j'ai visité des élevages en Hollande. C'est des élevages où à la rentrée, vous avez ça c'est la gestion humaine. Vous avez de la musique classique pour les animaux. Donc, arrivé chez nous, il y a les conditions. Il y a la chaleur qui est très importante parce que le stress, la chaleur c'est un stress et le stress entraîne une diminution de la production et même avec les pathologies. Secondo, l'animal qui vient ici, c'est un animal qui était habitué à une certaine ambiance, ne serait-ce que un milieu bactériologique bien déterminé. Ce qu'on recherche, ce n'est pas l'animal qu'on achète, mais c'est plutôt les descendants. C'est ce qu'on appelle la F2, F1, F2, F3. On doit faire de telle sorte sélectionner les animaux qui vont naître à partir de ces
vaches-là. Parce que la mère ne va pas réellement pouvoir vivre plus que quelques années. La plupart, c'est bon, 1 an, 2 ans, on va dire. Et généralement, toutes les vaches laitières qui arrivent en Algérie font des problèmes, ce qu'on appelle le problème du postpartum, c'est-à-dire un problème après le part. Donc, ils vont rentrer dans les anestrus, c'est-à-dire ils ne vont pas revenir en chaleur, donc ils ne pourront pas être inséminés, donc ils ne pourront pas être gestantes. Et c'est des animaux qui vont avoir des problèmes d'infertilité. Ou même les éleveurs, ils ne sont pas habitués à certaines races. Et donc, ce qu'on doit rechercher, c'est rechercher les animaux qui vont naître à partir de ça. Mais en même temps, on va en parler tout à l'heure, il y a aussi la formation. La formation et des éleveurs et un recyclage qui est très important. Parce que même la gestion en elle-même, elle laisse à désirer. Si on veut rentrer dans les détails, tout à l'heure, on pourra en parler. Exactement. Et ceci fait la transition avec toujours la deuxième partie du contexte, qui malheureusement est partagée et tout le monde connaît, c'est la fragilité de notre environnement. Quand je dis fragilité de l'environnement, dans tous ses aspects. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte très concurrentiel. Oui. Autrement dit, devant la mondialisation, si on ne bouge pas, les voisins vont prendre la place. Dans une perspective programmatique et dans un projet de société. Dans notre système, malheureusement aussi, on peut déplorer l'absence de régulation efficace. C'est-à-dire qu'on peut avoir des textes réglementaires, on peut avoir des lois, on peut avoir des décrets, des arrêtés, une réglementation qui existe peu ou prou, mais dont l'application et la mise en œuvre est très en deçà de ce qui est attendu. Si on rajoute à cela un faible niveau d'accompagnement technique, malgré la pléthore, par exemple, de personnel accompagnateur dans le cadre vétérinaire, mais aussi techniciens, zootechniciens, etc., on ne voit pas la pertinence ou en tout cas le résultat de cet accompagnement dans la production animale. Oui. Alors, si avec tout ça, on rajoute un élément qui est critique et très important lié au manque de statistiques, parce que notamment on est confronté à de l'informel omniprésent et dans tous les secteurs. Il n'est pas propre au secteur de la santé ni aux productions animales. C'est un constat transversal et général. Donc, ça pose des problèmes. Donc, oui. Voilà la deuxième partie de ce constat on n'a rien inventé. Tout le monde partage pour une grande partie ce qu'on vient de dire. Exactement. Je peux rajouter quelques petits points concernant la situation actuelle et comme tu l'as si bien dit, concernant parce que maintenant, il faut oublier les frontières. On vit dans le monde. D'accord ? Il n'y a plus de frontières. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on est face à une économie du marché avec cette économie libérale. On le voit quand on essaye d'importer le concentré, par exemple, on est dépendant du prix. Ça augmente, c'est une catastrophe chez nous. Donc, on est face à une économie du marché avec une économie libérale. Il y a aussi d'autres conséquences qui en résultent. Par exemple, il y a le changement des habitudes alimentaires. OK ? Il y a une demande croissante en lait et en viande. On peut dire aussi il y a la libération des prix. Et bien sûr, on est obligé de mettre en place une politique à court, moyen et long terme pour essayer de confronter. Mais le problème numéro 1, c'est le problème de notre élevage, la gestion de l'élevage en elle-même. Elle laisse à désirer. Exactement. Donc, on doit revoir tout cela, bien sûr. Est-ce qu'on doit répondre? Parce que je vois des questions qui défilent ou l'ambad à la fin. Nassim, c'est... Justement, très bien, merci professeur Haïdé. Je voulais vous poser la question, je voulais intervenir. Est-ce que vous préférez qu'on pose des questions au fil de l'eau? Il y a beaucoup de questions, je retiens 2, 3, si vous voulez bien, on les aborde et on déroule, ou là vous préférez grouper tout à la fin et on vous recense quelques questions? Alors, si c'est des, enfin, à mon avis, si c'est des questions qui concernent le contexte et le constat général de ce qu'on vient de voir, on peut les développer tout de suite, comme ça on avance. Oui. Parce que le plus intéressant, à mon avis, c'est de développer derrière les atouts et les défis, et bien sûr, pour finir avec les propositions. Alors, je vais sélectionner une question qui va un peu, par rapport, tu parlais de compétences et tout, et d'accompagnement technique. Qu'est-ce que le... Alors, je vais chercher la question, c'est une question qui parle de farm management. Est-ce
que vous pouvez me dire? Elle dit, on a une spectatrice qui dit, il n'y a pas de farm management. Oui, enfin, je peux apporter quelques éléments et le professeur Heidi peut compléter. Le farm management, dans l'entendement que nous pouvons lui adosser, c'est tout ce qui est gestion de l'élevage. Et quand on dit gestion, dit professionnalisme. Autrement dit, quand on voit que dans les pays développés, en Europe, en Amérique du Nord, etc., être éleveur, c'est une profession au sens plein du terme. C'est-à-dire, il y a des études, il y a une formation, il y a un accompagnement qui est fait, et l'éleveur ou l'agriculteur, pardon, il a un modèle économique dans son troupeau. Il a une gestion des vélages, et là, je vais toucher volontairement un domaine qui est cher à Rachid, qui est avec nous. L'éleveur gère quasiment au jour le jour son planning de vélage, donc de mise bas et de naissance. Il gère donc par conséquent la production laitière, parce que je rappelle à ceux qui nous entendent qu'une vache ne produit du lait que si elle met bas, que si elle donne un veau. Et dans les standards internationaux, une vache est entre guillemets en performance ou en production optimale si elle fait un veau par an et qui donne derrière une lactation. Donc voilà, juste pour donner quelques repères à nos spectateurs. Et donc du coup, le farm management, il englobe tout ça. Il englobe la technicité, parce qu'on ne peut pas improviser, on ne peut pas faire du n'importe quoi face à un troupeau, qu'il soit bovin, ovin ou autre. Donc technicité. Deuxièmement, un modèle économique. Tout à l'heure, on a parlé de quelques statistiques des troupeaux. On ne peut pas décemment dire qu'un élevage est un élevage économiquement viable s'il n'est composé que 4 ou 5 ou 10 têtes de bétail. Autrement, c'est un annexe ou c'est un satellite d'une autre production agricole. C'est souvent le cas d'ailleurs. Donc voilà, l'aspect technique, l'aspect économique, l'aspect stratégie, parce qu'un éleveur doit aussi avoir une vision à 3, 4, 10, 15, 20 ans. C'est toute une carrière qui est derrière. Et si on parle de génétique, là, ça prend tout son sens. Voilà quelques éléments, mais je pense que Rachid peut compléter. Oui, je peux compléter, c'est-à-dire la question, est-ce qu'il n'y a pas de farm management? Je dirais que oui, il y en a en Algérie. Ces dernières années, nous avons des élevages bien structurés. Et ce que j'appelle bien structuré, un élevage bien structuré, bovin, je parle surtout du bovin, bien sûr. Ces élevages qui sont bien organisés, ils ont sélectionné les animaux à importer, quelle race. Parce que la première des choses, on doit savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire de la viande? Est-ce qu'on veut faire du lait? Est-ce qu'on veut faire les deux en même temps? Et pour cela, on doit choisir la race spécialement pour. Si on prend un exemple à la Holstein, la Pinoire, elle est laitière. Si on prend la Montbéliarde, elle est mixte. Mais en même temps, ces dernières années, elle produit quand même un nombre très important. Et pour savoir s'il y a des élevages en Algérie, je dirais oui, parce qu'ils sont très bien structurés. Ils ont des zootechniciens, ils ont des vétérinaires, ils font de l'insémination artificielle régulièrement à 100%. Ils n'ont pas de taureaux pour la reproduction et ils ont leur gestion de la reproduction et de l'élevage, elle est sous forme computerized, c'est-à-dire ils utilisent l'ordinateur avec des logiciels. Pour la détection des chaleurs, c'est aussi avec des logiciels. Okay. L'alimentation, elle est aussi avec des... Donc, c'est quand même... On en a en Algérie. Hein. Il n'y a pas beaucoup, certes, mais on en a. C'est le modèle qu'on souhaite tendre vers, c'est ça? Ça existe. Il y a des modèles réellement... j'ai visité pas mal de pays hors de l'Algérie. Je peux dire que les élevages, c'est des élevages en normes et on en est fiers. Lakin, c'est insuffisant. Pour un pays de 40 millions, c'est insuffisant. Merci d'avoir répondu. Je vous laisse continuer sur le sujet. On va remettre la diapo et on prendra une autre question au fil de l'eau. Là, on avance. D'accord. Donc, du coup, voilà. Alors, maintenant qu'on a parlé du contexte et des faiblesses de manière générale, parce qu'effectivement, on ne peut pas tout développer et aller dans les détails, il n'en demeure pas moins qu'il y a des atouts dans le contexte algérien, ne serait-ce que par la surface du territoire. On a un grand pays, un pays qui
peut offrir les possibilités de développer un élevage. On a des ressources humaines, malgré les lacunes qu'on a évoquées tout à l'heure, mais qui sont à déployer, à redéployer et à revisiter. Un potentiel économique considérable, dans le sens où on a un marché énorme si on veut avoir une stratégie de développement économique de l'agriculture et de l'élevage, soit vers le sud, c'est-à-dire vers les pays subsahéliens, c'est un marché énorme, soit vers le nord aussi, parce que l'Europe est à 2 pas. Et si on gagne quelque part du marché européen, on aura gagné pour l'économie algérienne pas mal de choses, c'est certain. Et aussi, penser et ne pas exclure les niches de valorisation qui sont importantes à creuser. Je prends l'exemple de quelques races ou quelques productions agricoles qui sont à forte valeur ajoutée, comme les fromages par exemple, ou des espèces bien ciblées dans lesquelles on peut investir et le retour sur investissement est beaucoup plus important que la quantité qui est produite. Oui, c'est vrai qu'il y a des atouts. On a une grande superficie, bien que 80% c'est le Sahara. Mais malgré cela, dans les 20%, il faut dire une chose, c'est que par rapport à ce que nous avons comme vache, en réalité, nous n'avons pas de problème de fourrage, ou de terre plutôt, pas de fourrage, de terre. C'est la politique qui fait que. Maintenant, nous avons à peu près 20% de terres consacrées à l'agriculture. Ça représente à peu près une quarantaine de millions d'hectares. Le reste, c'est des terres du domaine forestier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de nos élevages sont des élevages hors sol. Ils n'ont pas de terre. Donc, ils vont acheter l'aliment. Et ce qui se répercute sur le prix du lait aussi. Donc, il faut dire une chose, c'est qu'il faut trouver une solution dans ce domaine. L'Algérie, c'est vrai que c'est le plus grand pays d'Afrique. Maintenant que le Soudan a été divisé, donc c'est le plus grand pays d'Afrique. Et normalement, le nombre de bovins doit être plus important. Si on prend un exemple, le Soudan possède quelque chose comme entre 25 et 30 millions de têtes bovins. Il y a beaucoup de locales. Mais là, on est à 1,8 million. Donc c'est très peu et on peut augmenter. Sauf qu'il faut une certaine politique pour cela. Je vais donner un petit aperçu à nos chers téléspectateurs. C'est que en Algérie, concernant le système de production, on a le système extensif qui est basé sur l'exploitation de l'offre fourragère gratuite. C'est-à-dire, on voit par exemple les ovins et les caprins dans la steppe ou dans les parcs sahariens, l'alimentation elle est là, on les lâche. Qu'il y a un azaba ou l'achaba comme on appelle, en fonction, ils montent et ils descendent en fonction de la production fourragère. On a les bovins et les caprins qui sont dans la région montagneuse. Si on prend par exemple l'exemple des bovins, population locale dans la région de Guelma, dans la région de Chlef, même à Sheria, dans la région aussi de Annaba, ben ces animaux-là, ils sont libres, ils sont dans les montagnes, ils ne viennent le propriétaire que pour allaiter leurs petits. Et donc l'alimentation, elle est gratuite. Nous avons aussi les dromadaires et les caprins dans le sud. Nous avons l'apiculture dans toutes les régions. Et bien sûr, dans ce cas-là, l'intrant, il est nul. Maintenant, si on veut essayer de parler des élevages où la production doit être à certaines normes et la production doit être élevée, là, automatiquement, que ce soit la main-d'œuvre, que ce soit l'intrant, tout est payé. Et donc, ça nécessite une gestion rationnelle. Et pour cela, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, il y a le côté formation qui est très important parce qu'il y a une chose qui est certaine, on ne peut pas faire un élevage si on n'est pas un professionnel. Parce qu'en réalité, c'est quoi un élevage? Je le dis souvent, c'est une usine. D'accord? Et il y a un problème en Algérie, il faut le dire, c'est ce qu'on appelle le manque à gagner. C'est-à-dire, un exemple très simple, j'ai une usine qui fabrique 1000 télévisions, j'en fabrique 500. Je gagne, il n'y a pas de problème, je gagne ma vie, je paye les... En réalité, j'ai une perte de 500 télévisions par jour. Et avec c'est ce qu'on appelle le manque à gagner. Et en Algérie, on a fait des calculs,
On a essayé de faire des calculs avec des thèses. On a trouvé que le manque à gagner est très, 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 très important. L'éleveur ne le voit pas, mais en réalité, sa vache, il dit, il l'importe, et après 1 an, 2 ans, il la jette. C'est, comme je l'ai souvent dit à mes étudiants, c'est comme si c'était un verre jetable. Et là, je pense que le manque à gagner, on doit essayer de travailler de telle sorte que ce manque à gagner soit le minimum possible. Il y a beaucoup à faire dans ce sens-là. Exactement. Alors, face à ces constats et au potentiel qu'on peut énumérer et on peut développer encore davantage, il y a forcément des défis et des challenges à relever. Et pour Jil Jadid notamment, on veut que les choses évoluent pour le bien de la société, bien sûr, et que les choses aillent dans le bon sens. Et la première chose à avoir en tête quand on réfléchit ou on commence à semer les graines d'un programme ou d'une vision, c'est d'abord disposer d'une vision à long terme. On ne peut pas raisonner, notamment pour l'élevage ou l'agriculture de façon générale, sur un pas de temps qui est celui de l'année, de 3, 4 ou 5 ans. Si on n'a pas une projection d'au moins 30 ou 50 ans, c'est voué à l'échec. Parce que la gestion des pâturages, la gestion des cultures, la gestion de la génétique dans les espèces et les races animales demande du temps et demande de l'investissement à la fois technique et financier. Donc, d'abord, gérer à moyen et à long terme. Il faudrait aussi que chaque acteur retrouve sa place dans l'échiquier de l'économie et du dispositif général. Les pouvoirs publics ont leur place, c'est évident. Ils sont là pour réguler, ils sont là pour donner les orientations politiques globales, mais le privé, l'éleveur, les groupements d'éleveurs, on va revenir sur cet aspect un peu plus tard, les techniciens qui sont les sachants, scientifiques et techniques à tous les échelons aussi, ont leur place. Et donc, tant que chacun n'a pas encore pris pleinement la place qui lui revient, et chacun n'a pas apporté sa valeur intrinsèque à l'édifice global, on ne va pas aller. Oui, oui. Si je continue sur ta lancée, tu as parlé des éleveurs qui doivent s'organiser. Mais je pense que il y a un problème en Algérie, c'est qu'on a des éleveurs, on a un élevage. D'accord, on a un élevage, on a des élevages plutôt, on a des éleveurs. Les éleveurs s'organisent. La chambre d'agriculture, d'accord. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que c'est trop politisé dans le sens où parce que dans tous les pays du monde, pour que ça marche, les éleveurs, c'est eux qui vont s'entraider. Je m'explique. Il y a 2 ou 3 races importées en Algérie qui tournent. Bon, il y a beaucoup de races, mais les plus importantes, c'est la Holstein, c'est la Montbéliard, il y a un peu de Normande, il y a un peu de Brune des Alpes, mais c'est surtout la Montbéliard et la Holstein, la Pinoire. Il y a des croisements. Et les croisements vont affaiblir la race. Ils vont affaiblir la production, quand c'est des croisements anarchiques. Et donc, normalement, les éleveurs doivent s'organiser en race. On n'a pas d'association de race, par exemple. Et si on avait des associations de race, c'est eux qui vont contrôler cette race, ils vont la fixer. Ils vont défendre la race en elle-même. Automatiquement, la production va être meilleure parce que quand ils vont défendre la race sur tous les plans, le plan administratif et le plan aussi santé, qui est très, très important. Nous avons des vétérinaires sur le terrain et on en a beaucoup. Nous avons en Algérie 6 instituts et une école vétérinaire qui produisent quelque chose comme, je sais pas, je vais dire peut-être 2000 vétérinaires par an. D'accord? À titre d'exemple, à Blida, en 5e année, nous avons 400 et quelques étudiants. Donc, faites votre compte. Bon, les années sont un peu... Mais en général, nous avons quelque chose entre 1000 et 1500 vétérinaires. Donc, les vétérinaires, ça existe. Bon, sur le plan formation, on peut en discuter, pas maintenant, mais il y a beaucoup à dire. On peut lui dédier une session spéciale. Exactement, exactement. Maintenant, je pense qu'ils doivent s'organiser en association.
Il y a un problème numéro un, par exemple, le problème de l'identification de la vache. On en a parlé, les vétérinaires en ont parlé. Il y a aussi, donc, d'abord, il faut identifier les animaux. Comme pour les voitures, leur carte grise. D'accord? C'est très important, ne serait-ce que pour la traçabilité. Très important pour les maladies contagieuses. Imaginons par exemple une vache qui est brucellique. Et la brucellose, c'est une maladie qui va se transmettre à l'homme. هذا مرض اللي يعدي. Donc واحد يكون عنده مرض في الابقار تاعو، واحد يشرب الحليب تاع البقره هذه يمرض هو بلا brucellose. الفلاح على بالو ou l'Algérien en général le sait. Il sait qu'en buvant le lait, et le problème numéro un, le lait qui se vend le vendredi, allez essayer de voir les laiteries SRAR. Donc dans chaque village, il y a plusieurs. Et donc les gens, en général, le vendredi, c'est le couscous, et c'est un lait qui n'est pas, c'est un benoula qui n'est pas pasteurisé. Donc automatiquement, si la brucellose est là, bonjour les dégâts. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la santé humaine qui est reliée à cela. Donc, je pense qu'il faut revoir tout cela, parce que avant, il faut le dire, avant, le dépistage de la brucellose et le dépistage de la tuberculose se faisait systématiquement tous les 6 mois. Donc, non, il ne se fait pas obligatoirement. Et ça, c'est un problème aussi. Donc, je pense qu'on doit revoir ce point. Oui. On peut en discuter avec Fatah pour essayer de donner au moins, parce que ça, c'est un problème très important. C'est vrai que si le lait est destiné aux laiteries, il n'y a pas de problème parce que la laiterie, elle va le pasteuriser. Parfois, ils sont obligés de le pasteuriser 2 fois, mais en le pasteurisant 2 fois aussi, on va diminuer les qualités gustatives ou les qualités de ce lait. Est-ce qu'on peut parler de diminution des qualités nutritives? Est-ce que vous me permettez une intervention, oui. Professeur Kaïdé et docteur Bendali? Il y a justement par rapport à la première intervention et votre réponse, professeur, la première intervention de Fatah, et je vais vous poser 2-3 questions qui sont liées. Et aussi, je me remémore un souvenir lors d'une conversation qu'on a eue pour préparer le live, où Fatah parlait d'une sorte de triptyque avec l'État qui a son rôle de contrôle, les éleveurs organisés en coopérative et en syndicat, et j'ai lu aussi, j'ai noté les accompagnants techniques, les sachants. Je suis en train de voir le commentaire de Karim Hamza. Non, pas Karim Hamza. On parlait de... Alors, où est ce commentaire? Il parlait du nombre de personnes formées. Il y avait... Alors, j'attire votre attention sur le nombre élevé de vétérinaires formés chaque année des universités. Est-ce qu'il s'affiche à l'écran? Est-ce que vous le voyez? Oui, on le voit là. Oui. Voilà. Terrain débordé par les cabinets vétérinaires et concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'ils voient une sorte de nombre de personnes formées, ça crée un problème. Et juste en dessous, il y a Houssam Boukhira qui parle le système coopératif. Donc là, je vous ai trouvé les sachants, les techniciens. Le système coopératif, c'est peut-être les éleveurs. Est-ce qu'il y a des coopératifs? Est-ce que ces systèmes existent, cette coopération entre 3 organisations? C'est un modèle qui a fait ses preuves dans beaucoup de pays. Je vais donner l'exemple l'exemple français ou dans 2 ou 3 pays européens, c'est à peu près similaire. En fait, le concept, il est très simple. L'élevage, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un modèle économique. On n'est pas éleveur ou on ne produit pas dans un élevage juste pour le plaisir. On produit pour avoir une entité économique viable et donc arriver à une richesse. C'est la création de la richesse au niveau individuel, mais aussi au niveau d'un pays. C'est ça le fil conducteur et le principe de base d'une production, comme toute production d'ailleurs, pas uniquement en élevage. Alors pour arriver à cela, l'éleveur, il a besoin de ce fameux triptyque, donc 3 bases ou 3 axes sur lesquels s'appuie la production. Le premier triptyque, il doit être politique et étatique, c'est-à-dire l'État donne donne les orientations en termes de politique sanitaire, en termes de politique de production. Par exemple, l'Algérie, c'est بلاد فيها 40 مليون جزائري، شحال لازم منا نوصلوا للإنتاج تاع الحليب ولا الإنتاج تاع اللحم.
Donc ça, c'est une perspective politique de production. Je me donne les moyens et je donne les moyens légaux et réglementaires باش نوصل لهذاك l'objectif. Donc ça, c'est le rôle de l'État, le rôle régalien de l'État. Premier triptyque. Deuxième triptyque, c'est l'appui technique. L'éleveur لازم له باش يوصل هذاك الانتاج تاعو لازم له يكون entouré بالفيترينير بالتكنيسيان celui qui s'occupe de le rationnement, etc. هما اللي يعطوا له les éléments techniques باش le cheptel تاعو يكون à la hauteur. Et le troisième élément, c'est l'organisation des éleveurs. C'est-à-dire, les éleveurs بيناتهم qui s'organisent sous forme de groupement, sous forme de coopérative. Tout à l'heure, Wahad il a cité le terme de coopérative. Peu importe le libellé, mais l'objectif, c'est de défendre la position des éleveurs et de défendre leur stratégie collectivement. Un exemple tout simple, les maladies, la maladie تاع المواشي كيما المرض تاع البني آدم n'ont pas de limite et n'ont pas de frontières. إلا كان عندك un élevage فيه مرض l'éleveur يدير كلش يداوي ويجيب الفيترينير ويحاول باش يتقضى على هذا المرض تاعو. En même temps, l'éleveur اللي قدامه à 2 km, il ne fait rien. C'est pas perdu. Il n'aura pas avancé. Donc les luttes collectives ont toute leur importance. لازم المكافحة تاع هذا المرض تكون de manière collective وتكون جماعية. Et ça, la seule solution, c'est d'avoir des groupements d'éleveurs qui sont maîtres d'œuvre de ce genre de solutions. وزيد, bien sûr, واش قال Rachid à l'instant, il y a aussi un poids économique des éleveurs qui يكونوا مع بعض. Ça joue aussi sur le prix de la production, le prix du lait, par exemple. En Europe, de manière générale, et en France en particulier, le prix du litre de lait, il est décidé par les professionnels, c'est-à-dire par les éleveurs. Il n'est pas imposé par l'État, parce que c'est eux les producteurs. Donc voilà, pour résumer le principe du triptyque, la partie réglementaire et politique, la partie producteur lui-même et la partie technique qui accompagne cette production. Parfois, les producteurs de lait peuvent former ce qu'on appelle un lobby. يعني يدافعوا على الحقوق ديالهم auprès du législateur المشرع et الاتحاد ديالهم l'union ديالهم يقدروا يكونوا un poids باش يجوزوا des lois وقوانين en leur faveur bon كان مليح وكان ماشي مليح mais l'union fait la force كما يقولوا c'est ça. Oui, mais le lait c'est un peu spécial. Là, c'est un peu spécial parce que vous pouvez dire une chose. Le lait de vache, mais il est concurrencé par le lait en sachet, qui se vend à 21 dinars et qui est subventionné par l'État parce que c'est beaucoup de lait qui est subventionné par l'État. Donc, ce qui fait qu'avec le prix, le sachet, il reste toujours à 21 dinars. Le lait de vache, c'est un prix, on peut monter à 50, à 60, des fois, même ça. Et donc, c'est le lait de vache, le lait en sachet, avec vraiment un problème parce qu'il est toujours à 25 dinars, quel que soit X. Ça, c'est purement un problème politique. Ah ben oui, parce qu'il est subventionné, mais en réalité, n'importe quel éleveur, la production d'un litre de lait, et ça va me coûter pour produire du lait, minimum 50 à 70 dinars. Vu la cherté, le concentré, c'est un tout. Donc là, avec les prix, tu as 25 dinars, c'est évident. Donc c'est un peu spécial, le lait un peu. Et il y a aussi, comme vous avez parlé tout à l'heure, concernant le marché parallèle. Parce que le marché parallèle aussi, c'est un marché. D'accord? C'est un marché qui fait que je pense que normalement, l'Algérie, plutôt l'État doit intervenir d'une manière assez stricte pour essayer de trouver des solutions aux tricheries, il y a pas mal de choses. C'est énorme, c'est énorme. Alors, concernant la question qui a été posée par Karim Hamza, c'est ça. Sur le nombre de vétérinaires, sur la concurrence déloyale. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Le nombre ne peut pas augmenter. Les cabinets vétérinaires ne font pas. Ça entraîne une concurrence déloyale sur le terrain, c'est vrai.
C'est malheureux, mais il faut le dire, c'est vrai. D'accord? Et je pense là aussi, il y a beaucoup à faire dans ce sens-là. On en avait parlé la dernière fois, Fatah. Par exemple, dans certains pays autres que l'Algérie, pour renouveler l'agrément, on demande un certain nombre d'heures de formation par an. Absolument. Et donc, on sait qu'il y a des vétérinaires qui sont sortis, ça fait longtemps, ils n'ont jamais touché ni à l'Internet, ni à un bouquin, ni à une formation. Et donc, on peut exiger. Ça, certains pays l'exigent, parce que la médecine avance. Si on voit ce qui a été fait, par exemple, dans les années 80 et maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont plus les mêmes. Il y a des molécules qui sont interdites à l'utilisation. Il y a des techniques qui sont bien meilleures. Il y a des hormones qui sont plus utilisées. Il y a même des compréhensions de phénomènes physiopathologiques qui est complètement différent. À titre d'exemple, dans la reproduction, pour les gens qui font de la repro, dans les années 80, on ne parlait pas de vague folliculaire. Maintenant, il y a automatiquement la synchronisation prend en connaissance tous ces phénomènes. Et donc, je pense que on doit obliger les vétérinaires de se recycler. Il y a une question concernant la formation des éleveurs. Il y a des instituts pour ça, mais c'est insuffisant. Je suis tout à fait d'accord. Ça nous fait la transition Merci avec beaucoup. les propositions qu'on pourrait résumer. En fait, l'objectif global dans le cadre d'un projet de société, bon, il est générique, on peut le retrouver un peu partout, mais c'est bon de le rappeler, c'est d'arriver à garantir une alimentation à la fois suffisante qualitativement et quantitativement. Autrement dit, garantir la sécurité alimentaire de manière quantitative, donc donner de quoi manger aux citoyens algériens où qu'ils soient et dans n'importe quel coin du territoire, et de manière qualitative, c'est-à-dire garantir cette sécurité sanitaire des aliments et des produits qu'ils consomment. Alors, ça, c'est l'objectif générique qu'on peut décliner à travers plusieurs points et plusieurs axes. Entre autres, il y aura sûrement des croisements avec les idées qu'on a développées tout à l'heure, mais la première chose à mettre à plat, c'est bien sûr l'organisation des filières. On l'a évoqué juste à l'instant sur comment organiser les éleveurs et les filières pour qu'elles soient intégrées. On ne peut pas imaginer un éleveur qui soit dépendant du fabricant de l'aliment et qui soit en amont et qui soit aussi dépendant du circuit de commercialisation au Todjar ou les commerçants derrière. Donc, c'est toute cette filière intégrée qu'il faudrait repenser pour chaque espèce ou chaque filière animale. On l'a aussi dit, une des propositions et un chantier qu'on veut mettre en œuvre dans le cadre de Jadid, c'est bien sûr améliorer la gouvernance à tous les échelons et en impliquant tous les acteurs. Chaque acteur في الميدان هذا تاع الصحه والثروه الحيوانيه عنده بلاصتو وكل واحد عنده المكان تاعو الفلاح ولا المربي عنده بلاصتو الاطارات التقنيه عندها بلاصتها والحكومه عندها ذلك بلاصتها النقطه الثالثه اللي نجموا نتكلموا عليها ثانيك سي لاكومبانيمون تكنيك et la promotion de la formation. Docteur Khaïdi تكلم عليها donc شوية. Les vétérinaires, dans beaucoup de pays développés, l'habilitation sanitaire, elle n'est pas donnée à vie. Elle est donnée pour une période de quelques années, 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum. Et cette habilitation, elle n'est renouvelée que sous certaines conditions. Et parmi les conditions, c'est justement le fait d'avoir suivi un certain nombre de formations. À titre d'exemple, en France, c'est 6 jours de formation sur 5 ans. En moyenne, c'est un jour et demi par an. Ça paraît un minimum. Il peut faire plus, bien sûr, mais c'est un minimum pour assurer un certain niveau et une compétence requise chez les vétérinaires. Mais on peut l'imaginer à plusieurs strates aussi. Rachid, حبيت تزيد حاجة Oui, concernant ce point-là, c'est très important, c'est un point très important, mais en même temps, il est lié directement à la formation vétérinaire.
D'accord? Ça fait 30 ans que je forme. J'ai eu des verts et des pas mûrs, pour vous dire. Donc, il y a une politique qui doit être aussi, euh, elle doit être revue dans le sens où le nombre doit être pris en considération. Je l'avais expliqué la dernière fois, comme si maintenant, avec une voiture qui prend 5 personnes, avec 100, donc le cas, vous allez de telle ville à telle ville avec ces 100 personnes, de Brasque. Et donc là, et on voit aussi, je n'ai pas compris une chose, et là peut-être s'il y a, il y a des personnes qui écoutent, une année, avec 500 étudiants. L'année d'après, on se retrouve avec 60 étudiants. L'année d'après, je parle des premières années, hein, l'année d'après, on se retrouve avec 150. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une politique pour ça? Est-ce qu'on est en train de... Là, personnellement, je suis à l'université, mais je n'arrive pas à comprendre. On en a parlé, on a fait des réunions, on a écrit, mais on a les mêlés, en tant qu'enseignant, on a les mêlés, parce que nous, notre rôle, c'est d'enseigner. Et donc, le nombre qui vient chaque année, ça baisse trop les années. Je voudrais bien savoir comment expliquer. Une année, c'est 500, de l'année d'après, c'est 60, l'année d'après, c'est 150. Si on veut fermer des écoles, on va en décroissant. Si on a un manque, on va en augmentant. Ça à 500, 60, 150. J'ai pas compris. C'est juste la démonstration que c'est pas quelque chose qui est planifié ni stratégiquement étudié. C'est au gré du nombre de bacheliers. Du nombre de bacheliers, des places pédagogiques au niveau des universités. Exactement. Et malheureusement, une filière qui requiert une technicité élevée comme les sciences vétérinaires, ce n'est pas une filière, sans minimiser ou être péjoratif par rapport à d'autres, mais une filière littéraire ne demande pas les mêmes outils techniques et les mêmes suivis qu'une filière technique. À titre d'exemple, les quatrièmes années que j'enseigne en quatrième et cinquième année, en quatrième année, l'an passé, j'avais quelque chose comme 300 étudiants à peu près. Cette année, je vais en avoir 60. Ah, c'est la fête, à la belle. Je vais les rendre gaspés, ça, ils sont repro de les 60 années. Les quatrièmes années, ils vont être 60 par rapport à 2 ans où ils étaient 500. C'est 10 fois moins. Donc il y a ce gros problème. Ce qui va se répercuter sur les vétérinaires de terrain, s'il va se répercuter sur la concurrence déloyale, qui a été citée par certains collègues. D'accord. Il y a aussi un autre point qui a été concernant Kahina Boukhès qui avait parlé de recyclage. Oui. Ils en demandent au Mao, on est là pour. D'accord. On est là pour. Maintenant, si on peut, je voulais reprendre ce qu'on avait dit, mais d'une manière assez succincte concernant les contraintes en Algérie, c'est vrai. Pour l'élevage, il y a le climat. On a là ce qu'on appelle la variabilité climatique qui est très importante, annuelle et saisonnière. On voit par exemple que concernant les pluies, elles sont généralement insuffisantes, que ce soit, elles sont irrégulières, elles sont inégales et ils sont répartis à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est la sécheresse. Et ce qui fait aussi ça, c'est un problème numéro 1 parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. Le deuxième point, le très, très important aussi, c'est l'alimentation. Et en élevage, quand l'alimentation fait défaut, parce que là, les terrains, il y en a. Mais il y a une spéculation là-dedans. Là, j'ai des terres et je ne vais pas faire d'alimentation pour bétail. Je vais faire tomates, famille, je vais faire thum. Parce que thum, à certains moments en Algérie, il y a 600 dinars ou 700 dinars le kilo. Ou la plus, gars. Donc, et donc, ce qui fait que ça rapporte plus. Il y a une spéculation, donc il faut prendre en considération ces aspects-là. Okay. La spéculation, son arme, c'est la régulation intelligente et qui est étudiée, qui n'est pas arbitraire par contre, parce qu'on peut assister à une régulation de dictature, entre guillemets, qui est arbitraire. Il y a une façon de procéder, oui. Il y a une façon de procéder, c'est vrai. Voilà. Par exemple, il y a des éleveurs bovins qui possèdent des terres. OK. C'est qu'on ne نديرهاش الماكله تاع البقر. انا نديرها دله ولا نديرها بطيخ ولا نديرها طوماطيش ومن بعد نشري الماكله. Tu vois, il est gagnant dans l'affaire. يقول لك كون نديرها انا، يقول لك انا نديرها حاجه اخرى نجيب بها الدراهم نشري الماكله البقره وراني رابح. Mais en même temps, ça fait augmenter le prix تاع le foin, le prix تاع الفامي. C'est ça. Exactement. هذه قاعد تدخل في une stratégie
Oui. شاملة تاع l'agriculture et l'élevage de manière générale parce que effectivement il a كاين في بعض الجوايه ما كاش l'aliment تاع البيتاي on peut donner on peut mettre en place des mesures incitatives pour le manque à gagner تاع هذاك le producteur اللي يدير القرط واللي باش يدير الطوماطيش ben la compensation se fait sur des aspects politiques. On n'a pas abordé un aspect qui est important, qui est la recherche appliquée. Oui, Alex, je pense que oui, la recherche appliquée est très importante, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a pas qui avait un point, les avant de rentrer dans la recherche appliquée. Bon, je sais pas, le temps, je pense que le temps qui nous a imparti, c'est. شحال مازلنا الوقت نسيم؟ Parce que avec des gens passionnés, on peut continuer encore ساعة ولا ساعتين مازال نكملوا ما كاينش. Exactement. C'est-à-dire si on veut améliorer notre. Oui, oui, Nassim. Samhouni. On approche de leur fin, mais j'ai négocié avec Yassine. Qui sera débat en interne, on est en derrière. Les gens sont passionnés, ils sont encore connectés. Il y a de l'interaction. On peut déborder, et on peut aborder 2-3 questions, mais on conclut bientôt. La conclusion arrive, s'il vous plaît. D'accord. Là, je voulais aborder le côté d'amélioration génétique des animaux. مثلا احنا عندنا بقره تمد 10 لترات كيفاه نديروا باش نطلعوا 15 كيفاه نديروا باش تطلع 20 يطلع. Bon, il y a aussi d'abord normalement on doit faire avec ce qu'on a, on peut améliorer. C'est-à-dire que la vache elle peut produire jusqu'à 20, ça va être 10. Parce qu'il y a un problème de gestion, il y a un problème d'alimentation, il y a un problème de santé. Donc, sans vraiment ramener de la génétique, on peut améliorer. Ça, c'est un point. Mais en même temps, la génétique est très importante. Donc, quand on fait un croisement entre nos vaches et une vache qui produit, un taureau qui produit plus, donc de la semence, on va augmenter la production laitière. Ça, on le sait, c'est connu. Ce qui fait que on utilise on fait ce qu'on appelle de l'insémination artificielle. Et l'insémination artificielle pour le bovin en Algérie, alhamdoulilah, elle est utilisée de Tlemcen à la frontière tunisienne et d'Alger à Tamanrasset. Donc, tous les élevages ils peuvent utiliser l'insémination artificielle. Il y a des problèmes de chaleur, il y a des problèmes techniques, ça c'est vrai, mais quand même, il faut le dire une chose, certains éleveurs ont des performances qui avoisinent les performances connues dans le monde entier. C'est-à-dire, on a des élevages où les retours de chaleur sont dans les normes, les intervalles entre village, insémination fécondante sont dans les normes. Mais c'est encore insuffisant parce que ça ne représente que une vingtaine de %. Donc, il y a beaucoup de problèmes sur le terrain. Mais l'insémination artificielle, c'est une biotechnologie de première génération qui est très importante et qui est utilisée en Algérie. On voudrait même la développer pour les petits ruminants. Et là, on ne va pas la développer sur de la semence congelée, mais on va la développer ce qu'on appelle la semence fraîche. Et les gens qui font le caprin, à titre d'exemple, ça fait 15 jours, j'avais formé des vétérinaires au niveau de Tizi Ouzou pour l'insémination caprine. D'accord? Ils se sont lancés. Ça fait plaisir. J'ai vu tout à l'heure un commentaire, tu as un collègue, j'ai oublié son nom, je pense que c'était Hussein, il avait parlé de la semence sexée. Oui, on utilise en Algérie de la semence sexée, mais à très très faible. Voilà, c'est Hussein Boukhira. Très bien. La semence sexée, c'est une technique qui est utilisée. C'est-à-dire c'est la même chose. Donc, la semence, c'est soit des X, les spermatozoïdes, soit des Y, pour les gens un peu techniques. D'accord? Donc, dans les paillettes, il y a soit des X ou là des Y. Donc, si on veut avoir un mâle, on fait le XY. Si on veut avoir des femelles, on utilise la semence X. C'est possible. Wachine, elle coûte très cher. Parce que la fabrication de Taha demande une technicité un peu plus développée, donc elle coûte un peu plus cher. Au niveau du centre de l'insémination artificielle de l'amélioration génétique, qu'on appelle le CNIAG, qui est à Baba Ali, un nombre de la semence sexée, mais un nombre qui n'est pas très important. Mais c'est possible, oui. Si maintenant l'éleveur, pour la mettre en place, il faut que l'éleveur soit un éleveur qui a une gestion bien structurée et il veut faire par exemple ce qu'on appelle l'élevage à l'égénis, à pépinière de génis. Donc il veut avoir que des femelles, on peut faire. Et là aussi, ça s'inscrit dans une stratégie globale. Exactement. Voilà. Exactement. Au croisement, oui, j'ai vu un commentaire très rapide. Bon, c'est technique. Hein. Si on améliore une performance, on risque de baisser une autre. Non, pas vraiment. Il faut vraiment pour baisser. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on essaie d'améliorer une performance, comment on améliore une performance?
On améliore une performance en ramenant un gène responsable de la chose. Donc, on le fait rentrer dans la lignée avec le gène. Mais pour vraiment diminuer des performances, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas améliorer, on améliore, on détériore. Mais on ne détériore pas réellement à un pourcentage très important. Là, c'est vraiment minime. Sinon, l'insémination artificielle ou le transfert embryonnaire dans le monde ne doit pas exister. Donc, quand on améliore une performance, on ne va pas détériorer une autre. On peut la détériorer, mais vraiment, il faut des croisements très, très importants. Très bien. On ne peut pas ne pas parler non plus des petites filières au sens taille, hein, mais ce n'est pas au niveau qualitatif. Et le point de tu as les formations, tu as ça aussi. Voilà. Vas-y, parle de petites filières. Je pense qu'on a aussi, en termes de production, on parle beaucoup des productions bovines parce qu'elle est majoritaire, elle est visible, elle est très concrète et frappante parce que chacun achète son sachet de lait tous les matins pour ses besoins quotidiens. Mais il y a en parallèle des niches ou des filières mineures qui méritent d'être développées et je pense qu'on a intérêt à miser là-dessus. Je pense notamment à l'apiculture et tous les dérivés. Un petit clin d'œil à nos amis apiculteurs et passionnés d'apiculture. Oui, mais je pense qu'avant de parler de l'apiculture, il y a le caprin. Oui, tout à fait. Bien sûr. Le caprin maintenant, qui maintenant commence à. Le caprin, on dit maintenant que la chèvre, c'est la vache du pauvre. D'accord? Parce qu'elle peut produire. Vous savez qu'une chèvre, bon, c'est vrai que maintenant, on a la population locale, mais on a importé ces dernières années l'alpine et la sanenne, qui sont réellement productrices de lait. Elles peuvent produire jusqu'à. Personnellement, j'ai vu des chèvres qui produisaient la même quantité qu'une vache locale. Absolument. La vache locale a 4-5 litres. D'accord? Donc, le caprin, dans la région de Tizi Ouzou, ils sont très, très bien organisés en association. D'accord? Ils ont fait des formations d'insémination artificielle, d'alimentation, de gestion, et ils se sont lancés sur maintenant, ils vont faire les genres de coopératives, et là, je pense que c'est un très bel exemple. Donc, pour le caprin. Il y a le dromadaire aussi, qui doit être… J'avais une question justement, professeur Kaïdi. Dès le début, il y avait Brahim de Lyon qui nous a parlé du cheptel Kamla. Il nous disait, est-ce qu'il y a du recensement? Pour répondre à sa question même tardivement, il disait, est-ce qu'on connaît la taille du cheptel, par exemple? Oui, il a été donné par Bendali au début. C'est à peu près… Bon, c'est-à-dire la population caprine n'est pas réellement connue à 100% parce que vous savez que c'est un peu délicat. Le dromadaire, c'est des nomades, ça passe d'une région à une autre, même d'un pays à un autre, pour vous dire. D'accord? Mais la population est connue. Tu l'as donné tout à l'heure, non? J'ai donné les petits ruminants, mais je n'ai pas donné les camelins, mais on peut les retrouver. Mais ça reste le gros problème, comme pour les autres espèces, même les bovins, ça reste une sous-estimation ou un mauvais calcul parce qu'on n'a pas de statistiques très fiables. Partant du contexte où il y a toujours cet esprit de moi j'ai 10 vaches mais je ne déclare que 5. هذاك عنده 20 parce qu'il يبيع en parallèle et puis il a un quota par le biais de la coopérative parce que c'est subventionné. Il y a tous les effets pervers de l'appui agricole qui sont détournés malheureusement pour à mauvais escient. Et encore pour revenir et clôturer sur les perspectives du programme, parce qu'on peut en parler très longtemps, on a parlé des espèces et des filières mineures qui sont à encourager, à développer. Donc, j'ai parlé de l'apiculture. On peut parler aussi de la pisciculture qui est à développer et plein d'autres. La cuniculture, lapin. Cuniculture aussi, exactement. Donc, tout cela, on peut revenir là-dessus. Je pense, si tu le permets, qu'avec le conseil scientifique d'Il-Jadid, c'est qu'on prendra espèce par espèce pour essayer de développer. Parce que si on prend l'exemple de l'apiculture, il y a beaucoup de choses à dire sur l'apiculture.
Absolument. Non seulement sur la gestion, sur l'élevage, mais aussi surtout sur la sélection. Parce que le problème qui se pose, je vais en parler très rapidement en disant une chose. La sélection, nous avons deux types d'abeilles, d'accord? La noire et la jaune. Le problème qui se pose, on peut facilement polluer, on le fait déjà, on peut polluer génétiquement nos races. Allège. Le bovin, il faut ramener une vache d'Europe. Ou là, il faut ramener de la semence, mais c'est dans l'azote. Donc, c'est quand même assez difficile, oui ou non? Ça, on peut facilement polluer notre cheptel à l'apiculture en ramenant des rennes dans des boîtes d'allumettes de France. Bien sûr. C'est ça le problème. Le problème. Il y a des éleveurs en France, il va assister à une conférence. Il assiste à une conférence, il découle cette abeille, il a des rennes pleines. Il peut en ramener 10 Fidjibou. Il dit, il n'y a pas de problème, on va polluer. Et on a fait ça déjà. Je sais que j'ai discuté avec des apiculteurs, on a pollué avec. Parce que nos races sont quand même très rustiques, ça ne produit pas beaucoup de miel par rapport aux autres, certes, mais quand même, ce qui est très important, c'est les problèmes qui m'a la varroa, qui m'a la loi. Donc, il faut faire très, très attention. Très bien. Mais qui m'a rappelé qu'on peut discuter espèce par espèce, hein, parce qu'il y a beaucoup à dire. Exactement. Là, je pense que, Nassim, je ne sais pas si on a encore le temps ou là, il faut conclure. Nous sommes plutôt. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Nous sommes plutôt sur la conclusion. On invite nos chers followers, les spectateurs, on leur dit qu'on fera d'autres émissions, notamment en collaboration, des émissions transverses entre commissions, notamment avec celle de l'agriculture. Je suis à suspense, d'accord. Donc, on va faire un peu la conclusion. Je vais vous inviter à conclure. Pour ça, je vous laisse la parole une petite minute chacun. Professeur Kaïdi, je vous laisse le soin de conclure. Ensuite, je passerai la main à Dr Bindali. Très bien. Anna, je dirais que en une minute, il y avait l'aspect, la vulgarisation, on n'en a pas parlé. Donc, améliorer la vulgarisation relative à la production animale vis-à-vis de l'éleveur, mais c'est une amélioration qui doit être faite de manière continue. D'accord? Donc, la vulgarisation. Il y a le renforcement de la recherche scientifique. On avait parlé tout à l'heure brièvement, mais je pense que c'est un volet à part. Normalement, la recherche doit être appliquée en fonction de ce que veut l'éleveur, en fonction des problèmes de terrain. Donc, on doit travailler la main dans la main de telle sorte qu'il y ait un pont entre le milieu socio-économique et les centres de recherche ou l'université. C'est-à-dire que on va essayer d'être un département R&D, ce qu'on appelle Research and Development. Donc, un département qui va trouver des solutions à l'éleveur. Donc, on va les problèmes, maintenant, on va trouver des solutions en faisant de la recherche appliquée à ces problèmes, que ce soit une application directe, en connaissant les contraintes. On doit investir pour prendre en charge scientifiquement les problèmes de terrain. Parce que là, ça va être de la recherche appliquée qui a un sens et qui va essayer de trouver des solutions de terrain. Et bien sûr, on doit assurer une promotion dans l'éducation, dans la formation et dans la sensibilisation, surtout sur un point très, très important dont on n'a pas parlé, mais qui peut être, c'est la biodiversité. Et il y a un autre point aussi, c'est comment dirais-je, il faut prendre en considération l'écosystème aussi. D'accord. Voilà. J'espère qu'on a essayé de. C'est pas évident de parler de la production animale en une heure, parce qu'on touche à tout et on touche à rien en même temps. D'accord. Donc c'est pas évident, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire. كما قالوا الاخر كان البروفيب تاع الدارجه وين تضرب القرا يسيل دمه. C'est-à-dire que automatiquement, ce qu'on peut faire, on va améliorer. Ce qu'on fait, ce qu'on va faire, on ne peut qu'améliorer. Il y a beaucoup à faire. On ne peut que faire mieux. Merci beaucoup, professeur Kaïdi. On passe la parole à Dr Bindali pour un dernier mot. Sahit Nassim, merci beaucoup. Merci à tous nos amis qui étaient en interaction depuis le début.
quoi dire après ce que vient de dire Rachid Khaïdi? Il a résumé pas mal de points importants. Moi, je dirais que s'il fallait résumer ce qu'on a vu et ce qu'on a échangé depuis un peu plus d'une heure, c'est que pour être efficace et pour avoir quelque chose des résultats tangibles, il faut tout d'abord avoir une vision. On ne peut pas improviser. Le temps de l'improvisation, le temps du bricolage est révolu. Il faudrait passer à quelque chose de stratégique sur 20, 30, 50 ans à minima. Première chose. La deuxième chose, il faut rester pragmatique et ne pas créer de l'utopie ou créer de l'illusion, que ce soit vis-à-vis des éleveurs, des producteurs ou des vétérinaires. Accrochons-nous au terrain, parce qu'il n'y a que ça qui est important, et restons efficaces sur le métier en le rendant professionnel, en lui libérant tous les verrous, tous les freins, que ce soit administratifs. Il est inacceptable qu'un citoyen, et à fortiori un éleveur ou un producteur, qu'il ait un parcours entaché de freins administratifs, de freins financiers, pour pouvoir développer son élevage. Garder à l'esprit que la qualité prime toujours par rapport à la quantité. Donc, on a évoqué tout à l'heure les points qualitatifs sur la production animale. Il faut qu'on essaie de passer ce palier, de nourrir tout le monde et n'importe comment, mais nourrir tout le monde aussi de façon qualitative avec éventuellement une agence qui assurera cette expertise. Et puis, bien sûr, ne jamais perdre de vue le concept d'une seule santé, parce que quoi qu'on veuille, on vit dans un monde unique, sans revenir sur l'épisode sanitaire actuel, mais n'oublions pas que les 3/4 des maladies animales sont transmises à l'homme, c'est des zoonoses. Donc, le مرض تاع الإنسان لا plupart تاعو يعدي الحيوان تاع الحيوان يعدي الإنسان. Donc, le concept d'une seule santé est important. Et puis, bien sûr, l'écologie. On ne peut plus être dans un modèle productiviste intensif. Et on a quelque part la chance en Algérie d'avoir des leviers pour la production locale et pour une production résiliente et de qualité. Voilà. Je finirai juste par cette envie qui me semble assez partagée. On reviendra, Inch'Allah, نجدوهم هذو اللقاءات. وil y a 3 ولا 4 sujets ولا مواضيع خرجوا اليوم، وإن شاء الله نعاودوا نتلاقاو ونطوروهم مع بعض. يعطيكم الصحة. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك رشيد، بارك الله فيك يا ياسين. Merci à tous les spectateurs qui sont là. d'ici 15 jours. Le son, Nassim. Le son est mauvais. Le son est mauvais. Le son est mauvais, c'est une invitation à la conclusion rapide. يعطيك الصحة. Je vous souhaite une bonne soirée. Yassine, يعطيك الصحة. Et on se donne rendez-vous le 28 octobre avec la commission Filaha, لجنة Filaha, مع السيد علي العبيد qui va nous parler. Et Inch'Allah, je m'annonce que ce soit Rachid. Rendez-vous dans la prochaine émission. On a déjà l'idée, les intervenants sont là, on va vous lâcher. Tout ça pour toujours vous tient notre devise, c'est le devoir d'ailleurs. نسيب اسمح لي الصوت راه شويه يعني شويه عيان شويه. اذا كان ممكن نعاود واش قلت الاخوان نكمل جوست واش نسيم قال الناس. شكرا الاستاذ رشيد والاستاذ فتح، بارك الله فيكم، وشكرا على الاخوه والاخوات اللي شاركونا في النقاش. يعني تعلمنا امور كثيره في هذا النقاش الحمد لله. ان شاء الله موعد المقبل من 15 يوم، دونك 15 جور ان شاء الله، نتكلم على نناقشوا اشغال لجنه اخرى اللي هي لجنه الفلاحه، يعني تتم بعد الانتاج الحيواني نتكلم على الفلاحه، وان شاء الله يكون هناك لجان اخرى. جميع لجان المجلس العلمي يمروا ان شاء الله باش يقدموا لكم الاشغال والبرنامج تاع الحزب الجديد.
شكرا لكم جميعا، يعطيكم الصحه والى الملتقى ان شاء الله. يعطيكم الصحه. سلامه. سلام. بارك الله فيكم.